Bonsoir à tous. Denis, Patrick, ça fait 10 ans qu'on fait ces webconférences post-congrès, donc merci de votre fidélité et de votre travail qui est énorme à chaque fois pour arriver à faire une synthèse de tout ce qui s'est dit à l'EASL pour ce qui concerne ce soir. Merci à tous d'être connectés. Je vous rappelle qu'on va donc vous parler ce soir des communications et des travaux qui nous ont intéressés à l'EASL, où nous étions présents en avril à Vienne. On avait déjà transmis quelques informations en direct pendant le congrès au cours des minutes vidéo que vous recevez sur vos mails. Là, ça va être un petit peu plus approfondi. Je vous rappelle par la même occasion les prochaines dates de WebStaff qui, pour le deuxième semestre, 12 juin pour le mois prochain, et pour le deuxième semestre, vous avez les dates qui sont affichées là. En ce qui concerne les demandes d'informations ou de conseils collégial sur les dossiers des pathologies ou sur les indications des traitements antiviraux pour le virus C principalement. Je vous rappelle que pour cette webconf ce soir, vous pouvez poser des questions pendant la webconf par chat. N'hésitez pas, on va essayer d'y répondre en direct avec Denis et Patrick. On a segmenté cette heure de webconférence internet en 3 parties. D'abord, cholestase, stéatopathie et alcool. Ensuite, cirrhose et ses complications, ainsi que le carcinome hépatocellulaire. Et puis on terminera, pour changer un petit peu à la fin, par toute la virologie, les différents virus hépatotropes. Donc, posez vos questions, n'hésitez pas. On va essayer de ne pas perdre de temps, c'est-à-dire de commencer. Denis, on commence par un travail qui nous incite un peu à reconsidérer notre pratique, peut-être en matière de CVP, dans le suivi et les objectifs pour le patient. Oui, tout à fait. Ici, c'est un travail qui a déjà été présenté, on y revient, sur la valeur de la phosphatidylcholine au cours de la chirurgie biliaire primitive. On voit dans ce travail que, en fait, la survie sans transplantation à 10 ans, chez les malades atteints de cholangie biliaire primitive, dépend du taux de phosphatidylcholine obtenu grâce au traitement. Quand ce taux, par l'acide ursodesoxycholique, qui reste aujourd'hui le traitement de référence, quand ce taux est inférieur grossièrement à la norme à 0,9 ULN, on a une survie sans transplantation à 92%. Elle passe à 84% quand ce taux est entre 0,9 et 1,67 et à 75% à 10 ans quand ce taux est supérieur à 1,67. Et donc on arrive maintenant, plus que ces critères de non-réponse, à quelque chose qui pourrait être le critère essentiel, c'est la normalisation absolue des paramètres biologiques et notamment de la phosphatidylcholine qui est l'élément important du suivi de la cholangie biliaire primitive. Alors, juste pour rappeler cette étude maintenant publiée dans le New England Journal of Medicine qui avait été présentée à l'EASL dernière de l'apport du bézafibrate chez les patients qui avaient une cholangie biliaire primitive qui ne répondait pas au traitement traditionnel, pas complètement. Et là, on peut voir que les malades ont été randomisés 100 malades entre placebo et bézafibrate, dont je rappelle la dose, 400 mg par jour, et la durée étant de 18 mois, à 24 mois, pardon, et on voit que sur le critère phosphatidylcholine, on a par rapport au placebo une normalisation significative dans 2 tiers des cas. Grossièrement, le bézafibrate associé à l'acide urso chez les malades qui sont en non-hyporéponse de cholangie biliaire primitive donne une normalisation des phosphatidylcholine dans 2 tiers des cas, et dans 1 tiers des cas, on peut considérer ça comme un échec et penser à autre chose. Et en matière de fibrose ? Alors en matière de fibrose, c'est ce qu'a montré là ce congrès de Vienne, montrer que la fibrose suit l'amélioration biochimique, puisqu'on voit que sur le paramètre inflammètre, fibromètre et fibromètre VCTE, qui est aujourd'hui l'un des marqueurs de fibrose les plus aboutis, puisqu'il correspond à une élasticité plus un test sanguin. On voit qu'on a une amélioration par rapport au placebo où c'est aggravé. Et alors, on a une deuxième ligne maintenant, chez les patients en échec. Et s'il y a un échec à cette deuxième ligne, qu'est-ce qu'on peut imaginer ? On a bien évidemment l'acide obéticolique qui a montré une efficacité dans les phépoases
chez les malades qui sont dans cette situation d'hyporéponse à la UDC. Donc on peut voir que ici, après 5 ans d'Ocalica chez les malades qui restent en situation de phosphate alcaline encore élevée, l'apport du bézafibrate permet une diminution de ce paramètre. Et ça marche aussi probablement dans le sens, il y a eu des communications qu'on ne rapporte pas ici, qui ont montré que chez les malades qui étaient traités au bézafibrate et qui étaient restés en deuxième ligne par rapport à la UDC et qui restaient encore à phosphate alcaline élevé, l'Ocalica pouvait avoir un intérêt et compléter le travail du bézafibrate. Donc on a maintenant la possibilité dans la cholangie biliaire primitive d'avoir finalement plusieurs lignes de traitement, en sachant que, et j'ai mémoire que l'observatoire CBP Libre qui a été fait dans le secteur libéral et qui avait été corrigé par Solange Bresson avait montré que sur 108 malades atteints de cholangite biliaire primitive, le pourcentage de malades en situation d'hyporéponse était de 15%. Donc les non-répondeurs, c'est 15%, c'est pas si fréquent que ça à la SI d'urso colique, mais ça mérite aujourd'hui d'être traité, guéri quand on voit les courbes de suivi à 10 ans. Et on a aujourd'hui des molécules pour pouvoir le faire. Donc en cas d'échec, des combinaisons de traitements se profilent éventuellement, ce sera peut-être exploré. Des successions. Moi j'aurais tendance à traiter d'abord par le bézafibrate dont on connaît le coût par rapport à l'acide obéticolique. Dès que le bézafibrate a cette efficacité, il est clair que j'ai une préférence à ce traitement pour sa tolérance et son coût, parce qu'il était bien toléré. Moi, toute l'expérience que j'en ai, c'est un traitement bien toléré, un coût extrêmement limité et une efficacité qui a été, comme a été dans l'essai, à peu près de 70%. Et maintenant, il est clair qu'en deuxième intention, pour quelques malades qui restent en échec, l'acide obéticolique pourrait permettre de terminer le travail dans l'état actuel des AMM. Et donc, dans les éventuels échecs, ça va être comme dans le virus C, Patrick, des molécules à venir intéressantes. Alors effectivement, on peut. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit maintenant énormément de recherches sur la CBP avec des nouvelles molécules. Le fait qu'il y ait un traitement de deuxième ligne qui est l'AMM comme l'acide obéticolique, donc a ouvert la voie à d'autres molécules. Et là donc c'est une étude de phase 2 qui est intéressante parce qu'en fait les émetteurs de NOX1 ont une action complètement différente. C'est pas une action sur la cholestase, mais une action sur l'inflammation et sur la fibrose. Et sur cette étude sur 111 malades, donc là on est qu'à 6 semaines, le marqueur, donc c'est des marqueurs biochimiques, avec les gamma-GT sur la gauche et les phosphates alcalines sur la droite, on voit que ces inhibiteurs de la NOX1 pourraient être tout à fait intéressants, et surtout ils ont une tolérance qui est tout à fait satisfaisante. Dans ce domaine-là, il y a l'élafibranor qui a été présenté aussi, dont on a vu des résultats un peu mitigés dans la NASH, mais qui finalement dans la CBP... Alors l'élafibranor, donc on connaît bien dans la NASH, donc avec ses résultats tout à fait mitigés, a été testé dans la CBP, et on voit que cet agoniste, donc PPAR alpha delta, pour des patients qui ont eu une réponse inadéquate donc à la UDC, donc effectivement l'absence de normalisation des phosphates alcalines qui doit être vraiment la chose importante. Alors après on peut discuter 6 mois, 1 an, moi je pense que 6 mois c'est déjà, il faut déjà y réfléchir à un traitement de deuxième ligne. Donc ce traitement a montré une diminution du prurite et une efficacité sur des biochimiques avec la bilirubine, les phosphates alcalines, donc un traitement qui pourrait être intéressant, donc ça peut tout à fait ouvrir sur une phase 3. Lorsqu'on transplante des patients, il y a eu des données supplémentaires. Alors, première chose, donc ça c'est une étude qui est vraiment avec un nombre de patients important, donc 16 centres hyper spécialisés dans le monde, à près de 1000 patients. Donc je vous rappelle, ce sont des patients transplantés qui ont été transplantés pour une CBP. Donc première chose, il faut bien savoir que la récidive est quand même très fréquente après transplantation. Et le message de
de cette étude, c'est d'instituer très rapidement un traitement par acide ursodeoxycholique. On voit en rouge 29 patients au bout de 20 mois, 56% des patients sans acide ursodeoxycholique avaient de récidive, et cette récidive était histologique, donc un critère solide. Donc le message, c'est si un patient est transplanté, il a un risque de récidive. 2, il faut le traiter rapidement par l'acide ursodeoxycholique en préventif. Moi, Patrick, je pense qu'on les voit plus, ce type de malades. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on voit des malades de plus en plus tôt, grâce au dépistage, grâce aux ALAD, grâce à la phosphatidylcholine, on voit des malades F0, F1, un peu de fibrose, avec un traitement par la UDC, dont on savait qu'il était d'autant plus efficace qu'il était donné tôt. Et on arrive finalement à voir des malades relativement contrôlés, rapidement, efficacement, et surtout liés au dépistage de cette maladie. Je vois plus les cas que j'ai vécu dans les pathologies il y a 30 ans, ces malades cirrhotiques, décompensés, on en voit moins. Oui. Et je pense que c'est un peu l'intérêt du dépistage. Et je crois d'autant plus que maintenant ces critères de Paris 1, Paris 2, qui sont un peu compliqués, vont être transformés par normalisation absolue. On va faire un petit tour d'horizon sur les stéatopathies. Denis, tu as d'une part un message et d'autre part, tu nous rappelles que le régime, c'est bien, mais il n'y a pas que le régime dans les règles hygiéno-diététiques. Tout à fait. Alors mon message, c'est toujours cette diapositive que je présente à mes patients, à tout le monde, depuis des années, et qui est un peu pour moi une grande révélation de la NASH, pour redire que la NASH est une maladie générale, et que 2, je crois que l'insulinorésistance est un point crucial, et considérer un malade de NASH et considérer un malade susceptible d'avoir associé un diabète, des maladies vasculaires, une hypertension, une hyperuricémie. Et je vais contre le message qui est actuel de dire les pathologues doivent voir les malades à NASH sévère. Moi, je pense que les pathologues doivent voir tous les malades, et quand il est confronté à une NAFLD, une stéatose simple, il peut interagir avec ses collègues cardiologues, diabétologues, sur les autres critères qui mettent la vie en danger, et pour lesquels les malades sont souvent complètement sous-diagnostiqués et voilà. Et je voulais dire aussi que cette association pathologique est pour moi aussi un critère diagnostique de la maladie métabolique du foie, parce qu'il y a souvent un diabète associé, souvent une dyslipémie, une maladie vasculaire, quand on fait le bilan pour un malade. Et je crois que c'est hyper important de considérer la NASH, non pas la maladie métabolique, non pas comme une maladie hépatique, mais comme une maladie générale. Pour revenir aussi et d'ailleurs, dans l'efficacité des traitements, le traitement ne doit pas être uniquement hépatique. C'est sûr que les 2 paramètres du traitement que sont aujourd'hui l'activité physique et le régime et la perte pondérale sont les seuls à jouer sur tous les paramètres, à la fois la maladie hépatique, le diabète, la maladie cardiovasculaire. Alors c'est une étude extrêmement intéressante. Alors je reste toujours très admiratif devant des gens qui sont capables de faire des biopsies initiales et à 12 semaines, t'es passé à atteindre NASH. Moi, quand je propose la biopsie à malade atteinte NASH, une grande réticence par rapport au marqueur indirect. Donc on fait une biopsie au départ, on fait une biopsie 12 semaines après. Il y a un groupe contrôle et un groupe traité unique par un programme d'activité intensive. Alors c'est 3 séances par semaine d'au moins 1 heure en résistance anaérobique, d'au moins 1 heure chez les malades traités par rapport aux témoins. Et on voit dès lors qu'à 12 semaines, on améliore immédiatement, puis à 12 semaines, la fibrose selon l'élasticité et aussi selon le score de fibrose, donc une efficacité de l'activité physique. Et juste, cette diapo illustre le fait que quand on est confronté à un malade à NASH, il faut non pas focaliser uniquement sur le régime, mais sur les 2 paramètres, régime et activité physique, en permanence. Un point sur les médicaments. Alors, les médicaments, pour revenir aux 4 études de phase 3 avec grand effectif qui étaient en route depuis, on va dire, des mois, voire des années. On a eu les résultats. Alors, parmi les 3 résultats qu'on a, 2 ont été négatifs, soit le selonsertib et le cenicriviroc, déjà le SLD précédente pour ce produit. Et l'acide obéticolique a montré une efficacité. Alors c'était un peu le clou du congrès de Vienne, puisque c'est la première molécule qui montre une efficacité dans le domaine de la NASH, en sachant que elle était prévisible, puisque déjà à la dose de 25 mg, l'étude avait été interrompue car efficace, et la dose avait été considérée comme trop importante eu égard aux effets secondaires, d'où l'étude Regenerate, qui était une étude donc qui a comparé
placebo 10 mg d'acide obéticolique à 25 mg d'acide obéticolique, avec 2 critères qui avaient été choisis par les FDA d'efficacité, qui étaient soit une amélioration d'un point de la fibrose sans aggravation de la NASH, soit une réduction de la NASH sans aggravation de la fibrose. Et on voit que sur premier paramètre, l'étude a été significative sur l'amélioration d'un point de la fibrose. Alors, vous pouvez voir dans ce travail que, on a toujours les améliorations d'un groupe placebo qui est de l'ordre de 10 à 20%. Il faut faire plus que ça. Et c'est un peu la difficulté des traitements parce que les groupes placebo, de fait de l'activité physique, des mesures diététiques, améliorent leur fibrose. Et d'autre part, la différence, elle est ténue, elle est plus importante, bien sûr, pour le gras 25 mg, mais le gras 25 mg a entraîné un prurite dans 50% des cas. Donc ça va être à considérer pour cette molécule, en sachant que pour le deuxième critère de réduction de la NASH, c'était ou l'un ou l'autre, ce n'était pas significatif. Mais c'est tout de même la première molécule qui montre une efficacité. Et moi, je vois cette molécule chez les malades qui sont sévères, parce que l'étude a considéré malades F2, F3, et qui n'ont pas réussi à maigrir par le régime, par l'activité physique, qui gardent une activité histologique. Et là, bien évidemment, on a pour la première fois une molécule susceptible de réduire la fibrose. Et quand on considère la maladie générale, ne pas oublier les autres critères qui ne sont pas traités par l'acide obéticolique, à savoir l'hypertension, le diabète, la maladie cardiaque. Donc Denis, Patrick, on a vu les médicaments à venir, mais il y a plein d'idées qui arrivent. Et alors, tu commences par nous parler d'un laxatif. Voilà, il y a des idées originales avec la famille des prostones, avec le lubiprostone qui a été présenté au congrès. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on rejoint le tube digestif et le foie, puisqu'on sait qu'il y a des troubles à perméabilité dans les patients qui ont une NAFLD. Et là, la lubiprostone, en fait, est un laxatif qui va augmenter en fait la sécrétion de chlore au niveau des entérocytes et baisser la perméabilité intestinale. Et on voit qu'avec des mesures de perméabilité, c'est le test au lactulose mannitol, qui est très facile à faire puisque ce sont des sucres non absorbables de taille différente qu'on peut retrouver dans les urines. Et on voit avec des tests assez simples qu'il y a une baisse significative des transaminases. Donc ça peut être une voie de recherche assez intéressante. Deuxième médicament. Alors, une autre voie qui est intéressante, où là, pour la première fois, on s'intéresse à des malades graves qui ont une NASH au stade de cirrhose avec de l'hypertension portale. Et là, l'emricazan, donc cette étude de phase 2, c'est un inhibiteur de caspase. Les caspases ont un rôle très important dans l'apoptose. On sait que s'il y a une baisse de l'apoptose, on va augmenter le risque de cancer. Et s'il y a une apoptose trop importante, il y a une inflammation importante, voire des maladies auto-immunes. Donc c'est une voie de régulation qui est vraiment importante. Et ces inhibiteurs de caspase, donc l'emricazan, a montré chez des patients graves une baisse de la pression au niveau de l'hypertension portale. Donc c'est une voie vraiment intéressante pour des malades graves où là pour l'instant on n'a vraiment pas grand-chose. Et est-ce que nous, endoscopistes, on va pouvoir améliorer nos patients NAFLD ? Ah oui, alors là c'est vraiment intéressant. Là, ça a été montré déjà dans plusieurs congrès, en particulier les congrès sur la diabétologie, d'endocrino. Donc c'est une méthode de resurfaçage de la muqueuse duodénale. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui ont une alimentation riche en graisse ou riche en sucre ont une hyperplasie au niveau du duodénum avec de multiples sécrétions hormonales. Et en descendant en endoscope avec un étui où vous allez pouvoir passer de l'eau chaude, vous allez dépasser la papille et vous allez faire une destruction de la muqueuse duodénale. Et la durée dure à peu près 45 minutes. Il y a une très bonne tolérance. Donc le resurfaçage de la muqueuse duodénale, en montrant sur les caractères habituels, donc fait baisser la sécrétion d'insuline, baisse l'insulinorésistance et l'ensemble des critères. Il y a une baisse de la ferritine, etc. Donc tous les critères d'insulinorésistance sont améliorés. Donc ça pourrait être vraiment une technique tout à fait originale puisque ça va améliorer le diabète de type 2 et ça améliore la NAFLD et la NASH.
Après, à ma connaissance, personne fait cette technique en France. Peut-être qu'il faudrait qu'on la mette en place. Et ce que j'ai pu aussi voir dans d'autres publications, c'est que malheureusement, il y a une repousse de cette muqueuse et il faut peut-être recommencer cette procédure. Et d'autre part, le matériel est assez cher, mais bon, à suivre et à tester, je pense. Bien, suivante, je crois qu'il y en a encore une sur le resurfaçage, mais c'est les résultats. Voilà, les résultats, donc avec une baisse des transaminases et une méthode qui est maintenant quotidienne, la mesure de la densité de la graisse par IRM, qui est une mesure assez précise. Et là, on voit de manière très significative la baisse de la stéatose avec ce resurfaçage. Un mot d'alcool. Denis, en matière d'alcool et de foie, le fibroscan et l'astométrie pourraient peut-être nous servir un peu plus que ce que l'on imagine. Complètement, et mériterait d'être remboursé au même titre que l'hépatite C ou l'hépatite B, parce qu'à ma connaissance, seules ces deux pathologies font l'objet d'une nomenclature pour l'élasticité. Les deux seules, oui. Et l'alcool mériterait, et d'ailleurs toutes les pathologies du foie, maladies chroniques, on aimerait bien, et à mon avis, c'est complètement justifié quand on voit ce travail c'était des buveurs excessifs qui étaient admis pour sevrage, qui avaient une consommation moyenne d'alcool extrêmement importante, dans le suivi qui a été de maximum 10 ans, mais en moyenne de 3-4 ans. Il y avait 106 patients qui étaient décédés et l'élasticité initiale était très prédictive de la survie, comme on va le voir sur la diapositive suivante. Pour les malades qui avaient moins de 6 kPa d'élasticité, la survie était très bonne, moyenne entre 6 et 12 5 kPa, dans la zone supérieure à 12,5, une zone de cirrhose, mais la mortalité était beaucoup plus importante, comme on le voit sur la survie à 5 ans, 3 et 5 ans. Et on voit que la mortalité à 5 ans des malades qui ont une élasticité de plus de 12 kPa est de l'ordre de 64%. Alors dans ce travail, on n'a pas défini la reprise d'alcool, l'impact que ça a sur la survie, c'est sûrement important. Mais bon, l'élasticité reste un facteur pronostic important et c'est quand même aujourd'hui un élément à considérer dans l'évaluation de la fibrose de tout malade ayant une maladie chronique du foie, quelle que soit cette maladie chronique du foie. Et c'est un premier, et notamment dans l'alcool, et dans toutes les maladies cholestatiques, la nage, tout ça. Et je crois que c'est vraiment un élément important. Et un examen simple, immédiat, rapide, quand il est exploitable, égard aussi à l'obésité pariétale, mais c'est quand même un élément extrêmement important, juste y compris dans l'alcool. Tu penses pas que c'est en plus un moyen de communication, parce qu'en fait on a des variations de fibroscan importants chez les patients, en particulier quand ils sont au stade aigu, ça peut monter très haut sans qu'il y ait de fibrose vraiment très significative et redescendre très vite. Et en fait, quand le patient il voit la baisse de l'élastométrie, moi je leur dis, écoutez, voyez, vos efforts sont récompensés, regardez, il y a une amélioration, surtout que ça s'améliore très très vite quand il baisse la consommation d'alcool. Ça l'encourage beaucoup, bien évidemment, c'est très parallèle à l'amélioration de toutes les maladies chroniques du foie, je dirais, ou à la maladie chronique du foie. Ça va très vite, hein. Et l'alcool, pareil, et ça encourage les patients, il faut le faire à bon escient, c'est vrai qu'il a été montré que dans les hépatites chroniques virales guéries, il n'y avait pas trop d'intérêt à le faire parce que ça peut être source de confusion, mais ça reste quand même important pour le patient de montrer qu'il peut pas rétrocéder complètement, ça c'est vrai. Et c'est vrai que moi c'est un examen que je répète volontiers aussi pour les patients, pour les aider, pour les accompagner, puisque c'est un examen simple qui est vraiment facile Patrick, tu es l'actuel président du CNP, donc tu te charges de travailler pour ça. Pour faire très vite, on avait rencontré la Caisse nationale d'assurance maladie sur le sujet pour l'élargissement au B. Et quand on leur a dit qu'en fait le B c'était bien, mais qu'il y avait beaucoup d'autres indications pour l'élastométrie, on a eu un accueil favorable par l'assurance maladie qui a contacté tout de suite l'HAS et il y a normalement une évolution qui va se faire dans les mois qui viennent, on espère rapidement. Merci. On change de chapitre, on va dire. On va parler un peu de cirrhose et de carcinome hépatocellulaire. Et je pense qu'il est quand même bon de rappeler, parce qu'on a eu beaucoup de travaux au congrès précédent et maintenant aussi, sur le TIPS précoce. Donc,
Denis, tu nous en parles, peut-être en nous rappelant ce que c'est aussi. Le type précoce, c'est le type qui est réalisé dans les 3 jours d'une hémorragie digestive. C'est pas un type de sauvetage, mais c'est un type qui est programmé pour finalement améliorer l'état et le traitement. Alors, ça a été proposé initialement chez les malades de Child B et C, c'est-à-dire les malades en cirrhose décompensée avancée. Et jusqu'alors, dans cette pathologie, ça c'est une étude extrêmement importante qui a été randomisée, contrôlée entre le TIPS précoce fait, en fait, jusqu'au 5e jour, entre 3 et 5 jours. Donc, c'est pas un TIPS dans l'urgence, c'est un TIPS qui est programmé précocement, 3 à 5 jours, par comparaison au traitement standard qui sont les drogues vasoactives et l'endoscopie et la ligature de varices. Les malades ont été randomisés 2 sur 1. Et on voit que le type précoce réduisait la mortalité, la survie sans transplantation, augmentait la survie sans transplantation des malades dans cette situation, une situation grave, de façon significative, confirmant une autre étude qui avait été faite chez les malades de Child B. C'est une étude randomisée cette fois, et aussi sur la récidive hémorragique, sur le contrôle de l'hémorragie qui était meilleur, et sur le contrôle de l'acide à distance. Et alors, point important, et cerise sur le gâteau, il n'y a pas eu plus d'encéphalopathie dans le groupe type précoce que dans le groupe contrôle. Par conséquent, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, et encore une fois de façon programmée, parce que c'est pas le truc à faire dès l'arrivée du malade dans les 24 heures, mais entre 3 et 5 jours. Donc ça permet de s'organiser avec nos équipes de radiologues interventionnels pour pouvoir le faire dans des bonnes conditions. Je suis un malade préparé, je suis un malade chez qui on a déjà apporté le traitement standard, la drogue vasoactive et la ligature, pour finalement prévenir les complications à venir, la récidive hémorragique et lui donner une meilleure chance de survie. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui commence à rentrer dans une forme de traitement standard et qu'il faut commencer à penser à 3-5 jours d'hémorragie digestive contrôlée et chez des malades graves, encore une fois, Child B et C de Child. Donc pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est hémorragie digestive du cirrhotique Child B ou C, hémorragie contrôlée, et c'est l'alternative à ligature plus bêta-bloquant. L'alternative, c'est TIPS. Certes, mais moi j'aurais commencé quand même, ce que je vois dans ce travail, c'est que tous les malades ont eu d'abord le traitement précoce, c'est-à-dire ont eu les drogues vasoactives et les ligatures. Donc on commence son travail de contrôle de l'hémorragie, on programme le TIPS précoce dans 3 à 5 jours après ce travail. Chez un malade le plus souvent contrôlé, sinon après ça devient un type dit de sauvetage, c'est-à-dire le type qui était fait dans une hémorragie menaçante alors que le traitement par exemple endoscopique a été un échec. Donc pour moi c'est quand même le traitement standard, un malade préparé, endoscopie rapide, traitement standard, drogue vasoactive ligature, puis programmation d'un type dans les 3-5 jours. Et voilà, et quand il est faisable, dans les structures qui permettent de faire ça, et en dehors du week-end, puisque c'est 3-5 jours, on attend de s'organiser dans la semaine avec nos équipes pour pouvoir le faire. Acide abondante, grade 3, et le débat sur l'albumine. Alors, il y avait fort longtemps que j'amenais bien de l'albumine à mes patients qui avaient une acide tendue, que je ponctionnais, que je reponctionnais, et même un peu plus que la compensation. Et ça a été montré dans cette étude qui a randomisé les malades avec albumine donnée à raison de 2 fois par semaine, puis 1 fois par semaine à raison de 40 grammes par litre, pendant une période longue, puisque c'était 18 mois, et on a vu montrer qu'il y avait un bénéfice sur la survie, pour les malades qui avaient des concentrations basses, jusqu'à 31 grammes par litre au départ. Donc, et quand c'est rapporté à l'âge, à l'étude girale, au MED, au Child Pug, ça marche. Et ça marche d'autant que le taux à 1 mois est supérieur ou égal à 37 grammes par litre par rapport à inférieur à 37 grammes par litre. Là, ça nous montre un peu une marge de savoir que finalement, on va apporter de l'albumine pour essayer de faire remonter le taux dans une situation qui permet d'augmenter la survie. Et donc, on peut peut-être imaginer dans le futur des traitements qui pourraient être adaptés à l'albumine et à l'obtention d'un taux d'albumine suffisant. Et je pense que là, l'albumine au cours de l'acide, au cours de l'infection d'acide, dans les situations de décompensation du cirrhotique, est une bonne thérapie, moi que j'utilise depuis des années et qui se trouve confortée dans des études contrôlées. Peut-être suivre plus particulièrement ce que je fais pas moi habituellement, c'est le taux d'albumine au cours du traitement, pourrait être intéressant de regarder. Ça c'est nouveau, ça. Ça c'est nouveau.
Donc, troisième grande complication chez le cirrhotique, l'hémorragie, l'acide, l'encéphalopathie. Alors, l'encéphalopathie, il y a un travail qui m'a intéressé sur le microbiote intestinal, notamment la transplantation fécale par des capsules. 15 capsules prises avec 2 souches particulières qui ont été chez un même patient qui a été choisi dans cette étude, avec une étude assez fine de la diversité duodénale, de la perméabilité intestinale à 1 mois et des fonctions cognitives. Et on voit que les malades qui ont reçu cette transplantation ont eu à 1 mois une amélioration de leur score de fonction cognitive et une diminution significative des hospitalisations pour encéphalopathie avec une augmentation de la diversité duodénale. Donc à suivre, ça pourrait être un traitement. J'ai des malades, bien sûr, qui ont été traités à la fois par le lactulose et le Tistar pour ne santé que lui, mais en fait, qui sont déjà traités par le traitement standard et pour lequel ce traitement dans des situations d'encéphalopathie récidivante pourrait être utile, et il y aura probablement des travaux en ce sens qui vont permettre de confirmer ça. Patrick, on revient sur le resurfaçage duodénal. Un de nos confrères internautes de Rabat nous pose une question. Je ne sais pas si tu as vu des données là-dessus ou si on peut imaginer une réponse. Est-ce que ça peut affecter le microbiote ? Alors effectivement, il y a, alors probablement, j'ai pas d'études en tête, mais probablement il y a une modification du microbiote, puisqu'on sait très bien, il y a eu des transplantations qui ont été faites. C'est une publication de gastroentérologie il y a 3-4 ans, de transplantation fécale chez des patients qui étaient obèses, transplantés avec des selles de patients qui n'étaient pas obèses, et on a vu une baisse de l'insulinorésistance. Donc effectivement, l'insulinorésistance et le microbiote, il y a une relation qui est très claire. Probablement moins que ce qui est raconté dans les revues, on va dire, standards. Quand on regarde bien la publication, cette modification de l'insulinorésistance, elle est pas énorme, mais probablement il doit y avoir une modification du microbiote après un resurfaçage. À suivre. Tu continues, Patrick, en nous parlant de carcinome hépatocellulaire. Alors, le carcinome hépatocellulaire, on vit une période assez sensationnelle, parce qu'en fait, le sorafenib, qui a été le premier traitement qui a prouvé son efficacité dans le carcinome hépatocellulaire, a été suivi par de très nombreuses molécules, mais qui n'ont pas donné des résultats équivalents ou aussi efficaces. Et dans cette publication là, qui est du New England du mois d'avril, vous avez à gauche tous les traitements qui ont été testés en première ligne, avec un gradient sur l'impact de survie. Plus on est vers le bas, plus il y a l'impact sur la survie et inversement. Et sur la partie droite, vous avez les traitements de seconde ligne, donc avec en rouge donc les molécules qui ont été considérées comme négatives, en bleu clair donc des molécules positives avec des études de non-infériorité, et en bleu les études de positives avec le sorafenib et l'étude asiatique, puisque c'est des patients un petit peu différents. D'abord anti-angiogénique. Alors, on va vous parler un petit peu du lenvatinib, puisque c'est un peu une nouvelle molécule. Donc, dans ce schéma, je ne vous ai pas parlé d'hypnothérapie, on va y revenir tout à l'heure. Donc là, c'est une étude qui est de non-infériorité, qui a comparé donc le lenvatinib avec le sorafenib. Donc, une étude sur près de 1000 patients. Donc, vous voyez, des études vraiment importantes. Près de 2/3 des patients avaient une extension extra-hépatique. Et là, vous avez des résultats qui sont tout à fait équivalents avec une molécule qui a une très bonne tolérance. Donc beaucoup d'espoirs sont mis dans les immunothérapies. Je ne sais pas s'ils ne sont pas un petit peu tempérés quand même. L'immunothérapie, en fait, on est dans une situation complexe. Je vous rappelle qu'en fait, vous allez permettre au système immunitaire de reconnaître les cellules tumorales et de faire le travail, puisqu'en fait, tout le monde, on produit tous des cellules cancéreuses tous les jours, et notre système immunitaire les reconnaît
comme des cellules cancéreuses et les détruit. Et en fait, les cancers vont en fait empêcher le système immunitaire de reconnaître les cellules, et c'est là où en fait la grande avancée avec l'immunothérapie, c'est qu'on bloque ce système de résistance avec les anti-PD-1 et CTL4, etc. En fait, il y en a des dizaines. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense, puisqu'en fait, ça va dépendre en fait des mutations des mutations de la tumeur, ça va dépendre des lymphocytes qu'il y a dans la tumeur, des lymphocytes qu'il y a dans le milieu tumoral extérieur. Donc en fait, on a une situation un petit peu compliquée. Et là, vous avez, alors pour l'instant, on n'a pas d'AMM en Europe pour ces traitements. Il y a de très nombreuses études qui sont en cours, soit en première ligne contre le sorafenib. Donc c'est l'étude de Sheikh Mec 456, je crois, qui devait déjà être publiée, mais elle va être publiée, je pense, à la fin de l'année, et on n'a pour l'instant pas d'informations sur les résultats de cette étude. Et là, pour l'instant, on a des résultats, puisque ça peut être utilisé aux États-Unis dans ces patients dans la vraie vie, en sachant que ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude où il y a eu 34 patients traités par le nivolumab et 31 traités par le pembrolizumab, vous avez des patients qui n'étaient pas que Child A. Parce que dans la plupart des études qu'on nous propose à l'heure actuelle, c'est des patients Child A. Là, vous avez des patients qui étaient Child B et Child C, avec des traitements de première ligne, de deuxième ligne, de troisième ligne, voire de quatrième ligne. Vous voyez, les taux de réponse respectifs sont de 12 à 49%, donc vous voyez, c'est pas quand même la panacée, mais ça nous donne quand même une arme supplémentaire, avec des temps de progression et de survie qui restent quand même que de quelques mois, une médiane de survie de 11 mois. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'il faut raisonner différemment de la chimiothérapie. Il peut y avoir aussi des maladies hyper progressives. Là, dans cette étude, c'était 8% des cas où là, il faut arrêter le traitement. Et inversement, vous pouvez avoir des tumeurs qui augmentent de taille de manière provisoire, parce qu'en fait les lymphocytes rentrent dans la tumeur. Donc sur le plan de l'imagerie, on a une tumeur qui a l'air d'être plus grosse, mais en fait c'est en fait une réponse au traitement. Donc il faudra qu'on raisonne un petit peu différemment. Alors naturellement, il y a des effets secondaires. En fonction, ça dépend du type de molécule. Surtout, ça va augmenter si on associe ces molécules entre elles. Dans ces cas-là, donc, il y a eu des infections, des rages, des prurites, fatigue, diarrhée, hépatite. Et dans certaines autres études, il peut y avoir des toxicités cardiaques qui sont souvent sévères, entraînant le décès du patient, surtout quand on associe plusieurs molécules. Et Patrick, on a déjà 1 an de survie avec le sorafenib, on rajoute en deuxième ligne 1 an avec l'immunothérapie, voire avec les autres molécules. Donc on arrive à 2 ans de survie chez des malades, comme au départ, qui sont quand même des malades en situation de cancer évolué, avec localisation extra-hépatique, souvent parfois thrombose portable. On est quand même dans la maladie cancéreuse la plus évoluée, et je trouve que c'est quand même intéressant à suivre, parce que ça nous donne un peu... Et moi, je crois que la tolérance semble meilleure que le sorafenib, quand même, pour ceux qui ont... Il y a quelques effets secondaires qu'on connaît bien, mais tous ceux qui ont manipulé l'immunothérapie dans d'autres cancers semblent dire que la tolérance de l'immunothérapie injectée toutes les 15 jours, toutes les 3 semaines, semble pas aussi difficile, on va dire, que les molécules de première intention, sorafenib et Oulévadie. Donc tout ça nous laisse des choses, et aussi de dire que il faut faire attention aussi à un moment donné de pas trop engager les malades dans des chimio-embolisations un peu compliquées qui vont rendre le parenchyme hépatique beaucoup plus sensible, voire l'hépatopathie aggravée, pour donner la marge à ces molécules finalement qui permettent une survie qui est juste, y compris dans une situation de Child C, de Child. Hein. Oui, tout à fait, il y a des malades sévères. Là. Alors, surtout qu'on a de temps en temps, et ça on le voit dans d'autres cancers, en particulier dans le mélanome et dans le cancer du poumon, des patients qui vont avoir une réponse vraiment qui dure dans le temps, et dans même certains cas, on ne peut pas, on a du mal à calculer la médiane de survie. En fait, il faudrait qu'on ait
on est une méthode pour sélectionner les patients qui vont répondre et ceux qui vont pas répondre. Donc il y a énormément de travail, et donc là je vous montre simplement des résultats individuels chez certains patients. Donc vous voyez, il y a quand même plusieurs décès, mais plusieurs patients sont en cours de traitement, et on ne sait pas combien de temps ça va durer, et tant mieux. Dernière partie, on parle évidemment de virus. On terminera par le virus C, mais on parle quand même un peu de virus E, de virus Delta, de virus B, parce que c'est quand même des patients qui ne sont pas encore guéris. Pour les deux derniers. Alors l'hépatite E en Écosse, c'est un petit peu comme chez nous. En fait, c'est la première cause d'hépatite aiguë. Et là, dans cette étude rétrospective de morbimortalité sur 5 ans en Écosse, donc il y avait 187 patients. Alors, ce qui me frappe, c'est le pourcentage d'hospitalisation. 66% d'hospitalisation, je trouve que c'est énorme. Donc, en fait, l'hépatite E, elle n'est pas si bénigne que ça. Il y a de nombreuses conséquences, et la principale conséquence, la plus grave, est naturellement le décès, et ça on le savait, c'est sur des patients qui ont déjà une hépatopathie préexistante, donc danger chez les patients qui ont une cirrhose, qui ont une hépatopathie alcoolique ou une NASH. Et on le sait très bien aussi pour les patients qui sont sous immunosuppresseurs, transplantés, etc. Et l'autre information de confirmation, en fait, il y avait à peu près 8,5% de patients qui ont eu des symptômes neurologiques, donc des amyotrophies, le Guillain-Barré, des encéphalites, puisqu'on sait dans le syndrome de Parsonage et Turner, donc c'est une douleur au niveau de l'épaule avec... qui peut être très violente et qui ne cède difficilement au traitement, avec une amyotrophie qui va suivre. Dans 10% des cas, on est en rapport avec une hépatite E. Donc les neurologues s'intéressent beaucoup à ça. Donc l'hépatite E, c'est pas si bénin que ça. Donc méfiance. Je vous rappelle qu'on a des traitements. On a des traitements. L'hépatite E chronique, ça existe. Oui. Si la ribavirine, le traitement de référence, c'est la ribavirine, qui marche plutôt pas mal. Si ça ne marche pas, ou si en tout cas il y a des contre-indications à la ribavirine, on a des... Voilà, ribavirine, donc à la posologie de 800 mg par jour. Et si on n'a pas d'efficacité de la ribavirine, voire une contre-indication, quelle est la solution? Donc là, il y a une étude qui a été faite avec le sofosbuvir dans l'hépatite E, donc sur 9 patients. Donc il y a une baisse des transaminases. Par contre, il persiste l'ARN du virus E. Donc on a une efficacité modérée, partielle. Donc on pourrait tout à fait imaginer en fait des associations de sofosbuvir avec la ribavirine, par exemple, à éventuellement petite dose. On revient à notre première association, voilà. Et en fait... on revient à nos premières amours. Denis, je suis sûr que tu aimes parler de virus B. Oui, virus B, j'ai l'impression que ça bouge dans le virus B. Ça bouge un peu. Ça commence à bouger, on va commencer à s'intéresser au virus B, d'autant qu'on parle maintenant d'HBV cure. Et la guérison de l'hépatite B, elle passe par la négativation antigène-SBS ou guérison fonctionnelle. Il y a eu plusieurs petits travaux, dans celui-là avec le RNA interférons, qui a été ces petites molécules qui jouent sur le métabolisme de la mitochondrie, qui ont été administrées par voie sous-cutanée toutes les semaines ou tous les mois, 3 injections, chez les malades qui étaient déjà traités par entecavir ou tenofovir, donc en situation d'émission virale. Et on voit que dans ce travail, l'antigène HBS a diminué de façon significative. On voit plus de 2 log et demi de baisse là. Et on voit que la totalité des malades qui ont été traités, c'est quand même 56 patients. Pour les 40 plutôt, dans lequel le titre était disponible, et ben on voit que 88% d'entre eux ont un titre d'antigène HBS qui, au départ, relativement élevé, descend à moins de 100. Et on sait que ce titre de moins de 100 est un effet aussi prédictif de l'arrêt possible des analogues sans trop de rechute par rapport à un titre supérieur. Donc tout ça est intéressant à suivre pour ce qui peut être maintenant des traitements qui vont s'intéresser à avoir une inhibition par les analogues et un traitement supplémentaire en add-on associé à qui va permettre de faire perdre l'antigène HBS et en tout cas
sûrement de tester l'antigène HBS dans ces traitements, le titrage d'antigène HBS au cours de ces traitements. Alors la chose que je voulais dire, c'est que j'ai remarqué depuis un mois que maintenant le laboratoire, quand je demande un titrage de l'antigène HBS, me fait en même temps l'antigène HBE et l'anti-HBE, qui pour moi n'a aucun intérêt dans le suivi d'un malade chronique à virus B mutant, puisque l'anti-E est positif au début, va être positif pour être suivi, mais ça c'est un problème de nomenclature acté par un texte de janvier 2019, qui veut dire que dans le suivi de l'hépatite B chronique, l'antigène HBS doit être fait en même temps que l'antigène HBE et l'anti-HBE pour une cotation de B150, soit le triple de l'antigène HBS, soit 45 €. Et ça mérite d'être corrigé. Parce que c'est quand même inquiétant et un peu anormal d'avoir des tests qu'on n'a pas demandé, qui sont coûteux, et qu'on nous rend à chaque suivi du titrage de l'antigène HBS. Moi, c'est systématique. Et j'ai mis du temps à comprendre, je suis retourné au texte, je trouve qu'il y a eu aussi augmentation HS, mais là, il y a un problème qui mériterait d'être corrigé. Patrick, tu t'en occupes. Oui, il faut qu'on me... Très bien. D'autres solutions médicamenteuses en vue ? Alors, j'attendais beaucoup, et là, c'est un premier travail. J'étais un peu déçu qu'il fasse la molécule immunomodulatrice avant le traitement par tenofovir. J'aurais vu l'inverse, c'est-à-dire un traitement, parce que dans le travail qu'on avait fait auparavant, qu'on avait présenté ici, qui a été publié, qu'on avait fait de add-on d'interféron chez un malade qui était virosupprimé par les analogues. Donc, une molécule immunostimulante après l'inhibition virale. Là, c'est une molécule immunostimulante donnée avant. Mais néanmoins, cette molécule marche sur la baisse de l'ADN du VHB, la baisse de l'ARN du VHB, et surtout aussi avec tenofovir donné après. Surtout, ça marche plus. Surtout sur la baisse de l'antigène HBS, puisque dans les deux groupes, plus et moins, on a vu une baisse de 0,7 log dans le groupe plus et de 0,9 log dans le groupe E positif, 0,7 log dans le groupe E négatif. Et on peut imaginer maintenant cette molécule utilisée après un traitement par tenofovir après une inhibition durable liée à un traitement par tenofovir et entecavir en add-on pour obtenir une baisse de l'antigène HBS bête qui est difficile à obtenir ou très lente à obtenir par les analogues. Alors, en attendant toutes ces molécules, rappelle-nous un peu les éléments qui permettent d'envisager l'arrêt des analogues à long terme. Ça a été défini dans la dernière recommandation ASL qui remonte à 2017. Et donc il est clair que dans cette recommandation, l'éradication est pressentie ne presque jamais survenir, que l'analogue peut être arrêté, bien sûr, quand l'antigène HBS est négatif, et là on peut l'arrêter en toute tranquillité, plus ou moins séroconversion HBS, mais même avec la perte de l'antigène HBS. Et il peut être, chez les malades E+, il faut attendre une séroconversion E-, et au moins 12 mois de séroconversion HBE- avant d'envisager, et chez des malades non cirrhotiques, toujours d'arrêter le traitement. Ces arrêts après analogue doivent être toujours envisagés chez les malades non cirrhotiques, parce qu'il y a un flair dangereux, on peut conduire à la mort du cirrhotique. Donc, chez les malades sans cirrhose, toutes les études d'arrêt sont faites avec des élasticités à moins de 10, donc du malade non cirrhotique. Et pour le malade E-, la nouveauté, c'est qu'on peut, après 3 ans d'inhibition prolongée par les analogues, si, à condition que le monitoring soit régulier, on peut arrêter et va venir. Alors là, la reprise du traitement, c'est à peu près 25% des cas. Dans 75% des cas, on a transformé ces malades, on va dire, en des porteurs inactifs. Ils auront une virémie faible, indétectable, passer à faible, des transats normales, à suivre régulièrement, avec un pronostic à long terme qui mérite d'être précisé aujourd'hui. Et tous ces travaux qui vont permettre, peut-être, après analogue, de pouvoir avoir des molécules qui vont baisser l'antigène HBS, de pouvoir arrêter en toute sécurité les traitements, donc HBV cure. L'infection Delta associée, ça complique toujours les choses. On entend depuis des années maintenant parler du Mircludex. On va y parvenir ou pas ? Oui, là, parce que c'est les résultats finalement définitifs. À chaque congrès, on amène les résultats à 6 mois, 12 mois. Là, c'est les résultats 6 mois après la phase de traitement de cet essai de phase 2 qui avait 4 bras. PEG interféron, 2 mg plus PEG, interféron, 5 mg plus PEG ou monothérapie par le Mircludex. Et on voit que dans ce travail, en fait, seul le bras, 2 mg de Mircludex et PEG interféron a permis d'obtenir une annulation, c'était le critère principal de la HBVD, de l'ARN du VHD dans 50% des cas 6 mois après la fin du traitement. On est un peu déçu sur la baisse de l'antigène HBS qu'on attendait plus fréquente. En fait, la négativation de l'antigène HBS qui conduit finalement à la guérison du B et du delta.
a été obtenue dans 27% des cas et seulement dans le groupe 2 mg plus interféron pegylé. Je rappelle une chose importante, moi qui me marque depuis le début, c'est que le Mircludex est donné par injection sous-cutanée quotidienne. C'est un patient qui va avoir tous les problèmes qu'on a connus avec l'interféron, d'une injection sous-cutanée par semaine, puis une injection quotidienne pendant 48 semaines. C'est quand même un traitement dur, lourd, et donc tout ça est à considérer avec finalement une guérison fonctionnelle dans seulement un tiers des cas et à condition de donner du migraine. Donc à suivre, mais une grosse contrainte pour les malades. Patrick, est-ce qu'on va pouvoir, avant notre retraite, trouver et guérir tous les patients atteints d'hépatite C ? La première chose, si on veut guérir tous les patients d'hépatite C, il faut les trouver. Et j'avais fait cette étude qui avait été publiée en 2016, donc j'ai fait cette étude en 2014. J'avais proposé aux anesthésistes de ma clinique de faire un dépistage par antigène HBS, anticorps anti-VHC et anti-VIH à tous les patients qui se présentaient pour faire une anesthésie. Alors effectivement, il y a 10 millions d'anesthésies en France, donc on peut très rapidement screener une grande partie de la population. Alors quels étaient les résultats sur 271 patients? On avait proposé ça à 1500 patients sur une consultation de 3 mois. On n'avait pas trouvé de patients antigènes HBS, on n'avait pas trouvé de patients VIH, par contre on avait trouvé 4 patients anti-VHC. Dans ces 4 patients anti-VHC, il y en avait 2 qui étaient ARN positifs, qui attendaient un traitement, qui était déjà connu, un patient qui était connu et qui avait été traité, et un seul nouveau diagnostiqué, qui était un patient génotype 3, F3, qui avait été naturellement très content d'être diagnostiqué. Il avait un facteur de risque, il avait été toxicomane il y a quelques années. Pourquoi je vous ai montré mon étude ? Parce qu'en fait, une équipe suisse a présenté à l'ESL leur étude un petit peu le même genre sur les anesthésistes. Là, c'est 3000 patients, donc ils dosaient pas le VIH. Ils ont trouvé à peu près 12 patients, ils ont trouvé précisément 12 patients VHC, 9 avaient un facteur de risque, 10 avaient déjà été dépistés, et en fait on retrouve que 2 nouveaux diagnostiqués, donc sur 3000 patients. Et quand on regarde par rapport à la population globale des patients anti-VHC positifs, ces patients avaient déjà été dépistés très souvent, avaient naturellement une utilisation de drogue IV, cannabis, etc. Donc la majorité des patients dépistés, en fait, ont un facteur de risque d'infection par le VHC. Traitement d'hépatite C. On recule dans le temps. On se met en 2011, puis à cette époque on se dit mais voilà comment on voyait le traitement en 2011. On était fous, c'était complètement fou. Mais à l'époque, finalement, on était peut-être pas si fous que ça. Parce qu'on l'avait imaginé en 2011, à cette même webconf de 2011, ici, dans ce studio, post-ESL. On le voyait schéma simple, durée courte, pangénotypique, bien toléré, efficace, très efficace, aussi sur les situations de non-réponse et de cirrhose, et on l'avait écrit, et une ou plusieurs, peu de comprimés par jour. Et en fait, c'était 2011, et je crois qu'on avait vu assez justement ce qu'a été l'avenir, ce qui a été notre quotidien d'aujourd'hui, de 2014 et d'après. Et on s'était finalement pas trompé, puisque je crois qu'on est absolument dans ce cas de figure. Et là, juste pour parler de l'élargissement des prescriptions qui doit intervenir fin 2019, et je crois important cet élargissement pour ce que tu disais être une facilitation du dépistage. À la fois chez les médecins généralistes qui, à mon avis, sont pas très très friands d'aller traiter leurs malades atteints d'hépatite C parce que dans leur clientèle, ils ont 1 à 2 malades et je pense que c'est pas ça le problème pour le dépistage, ça peut être important. Moi, il y a des médecins généralistes, c'est un peu pour moi ceux qui ont probablement le plus de malades atteints d'hépatite C, c'est ceux qui prescrivent des traitements de substitution. Et dans ma région, j'ai demandé de savoir, ils sont combien dans les Alpes-Maritimes ? On m'a dit 60. Pas de chiffre, pas vraiment. C'est important à considérer. Parce que ces patients, ces médecins, et je rappelle que ce que j'ai appris de l'usage de drogue, c'est qu'il y a 1/3 des usagers de drogue qui fréquentent l'Exapa, 2/3 qui sont en médecine générale. Donc il y a probablement une population extrêmement importante
non seulement à dépister, mais à redépister, parce que ce qui est souvent pas fait, c'est le retest. Alors dans l'Exapa, dans les centres de dépistage, c'est sûrement hyper important, les centres de santé, dans les prisons. Dans une enquête qui a été faite dans notre département 06, qu'on doit à Thomas Nogier, il se reconnaîtra s'il nous écoute, 10 structures, 5668 sujets, il y avait 149 cas d'hépatite C. On dit, c'est pas beaucoup ça, quand la prévalence est de 30%. Donc, il y a un problème de recensement. Et le statut VHI est apparu comme connu dans la moitié des cas, et un tiers des cas des structures ne répétaient pas les tests, un tiers n'avait pas accès au fibroscan. Donc ça, c'est amélioré. Je rappelle que dans l'Exapa, et ça c'est le travail d'Alsace qui a montré que chez 77% des usagers de drogue testés, 34% étaient anti-VHC. Donc c'est une forte prévalence. Et même dans c'est extrêmement important, ils ont eu des toxiomètres, seuls 75% avaient eu une charge virale. Tout ceci donc est donc très important à améliorer pour aboutir à l'élimination. Et le point vient probablement ici. Le parcours simplifié. Alors, en mars 2018, un grand changement, le parcours simplifié pour le traitement de l'hépatite C, qui correspond actuellement au cas le plus fréquent. Vous avez un patient qui a une sérologie VHC positive, vous faites une charge virale. S'il n'y a pas d'antécédent de traitement d'hépatite C, s'il n'y a pas de comorbidité ou de co-infection, vous allez rechercher si ce patient a une fibrose avancée. Si le patient n'a pas de fibrose avancée, vous êtes dans une prise en charge simplifiée. Et la prise en charge simplifiée peut très bien se faire avec un traitement pangénotypique, soit Epclusa ou Mavirette. Patrick, juste un commentaire. J'ai présenté cette éposition d'une association de médecins généralistes. Oui. Beaucoup de médecins généralistes, j'ai eu la conviction que ça, c'est une recommandation hépatologue. J'entends. Le médecin généraliste va pouvoir me dire, docteur, c'est quoi un fibroscan ? C'est quoi un fibrotest ? C'est quoi un fibromètre ? C'est quoi la fibrose ? D'abord, c'est quoi la fibrose hépatique ? Donc, je crois que cette recommandation mériterait d'être repensée, adaptée à l'élargissement des prescriptions, parce que clairement, là, le domaine de la fibrose, ça reste un grand point d'interrogation. Pour certains de nos confrères, faut justement tellement de pathologies. Non, le point majeur, c'est effectivement être certain que le patient n'a pas de cirrhose, parce que là, dans ces cas-là, si on ne suit pas le patient, et on sait très bien que même les patients guéris, beaucoup vont quand même faire des cirrhoses, surtout si on est dans une cirrhose avancée, là c'est vraiment majeur. Il faut bien dire à nos collègues généralistes que l'échographie ne suffit pas. Hein. Il faut d'autres marqueurs. Mais il faut probablement repenser ces recommandations à l'arrivée de la libéralisation. Alors l'autre message qu'on peut donner dans le parcours simplifié, effectivement chez les patients non cirrhotiques naïfs, donc 8 semaines pour le Mavirette et 12 semaines pour l'Eclusa. Et après va se poser le problème des interactions médicamenteuses, où là on est bien aidé par les sites HepDrug Interaction que je regarde systématiquement. Voilà. Et qu'on regarde systématiquement à chaque web staff. On rappelle quand même des données, même si elles sont bien connues dans la vraie vie. C'est une vraie vie avec beaucoup de malades. Et juste, j'ai appris, moi, quelque chose à Vienne qui était le test intrite. Je pensais que le test intrite, c'était testé et traité après. Et en fait, j'ai appris aussi des VIH et de l'expérience des Égyptiens que le test intrite, c'est dans la journée. Ça veut dire que j'ai vu faire des choses, c'est qu'ils allaient dans les villages d'Égypte avec leur matériel, leur TROD, le point QR d'ARN. Ils avaient l'anti-VHC fait, les malades positifs avaient l'ARN, et quand ils avaient l'ARN positif, ils repartaient avec ces molécules pour les 2 mois. Et ça. Et le test intrite, c'est à repenser, parce que c'est ça. Ouais. C'est comme ça que imaginaient les VIH. C'est pour moi quelque chose qui a repensé aussi pour l'hépatite C dans la journée. L'histoire est que c'est vrai qu'on a des molécules tellement efficaces que, effectivement, traiter, c'est pratiquement guérir tout le monde. Ici, c'est le GP administré, donc il y avait 8000 patients dans la cohorte, c'est un peu énorme. Et puis, alors il y a l'intention traitée, puis l'intention traitée modifiée, où on considère uniquement les échecs virologiques, mais pas les échecs pour perdu de vue, autre raison. Et on voit que l'efficacité est importante à 98%, quel que soit le génotype. On est dans des molécules pangénotypiques, on est dans la simplification du traitement, plus de génotypes. Quel que soit le stade de fibrose, en fonction des comorbidités, alcool, insuffisance rénale, usage de drogue, pathologie psychiatrique, prise d'IPP, ça marche pareil. Et donc, finalement, ça marche chez tout le monde. Ça marche à 8 semaines et GP
est la seule molécule qu'on peut donner 8 semaines chez les patients sans cirrhose. Et vous voyez, quel que soit le génotype, les résultats sont très bons. Je rappelle que pour les malades avec cirrhose, c'est 12 semaines avec des résultats aussi très bons. Hors cirrhose décompensée, bien sûr, où le Maviren ne doit pas être administré chez le patient cirrhose décompensée. Mais dans la cirrhose tout venante, 12 semaines, ça donne des chiffres d'efficacité qui sont très bons. Et on voit aussi un effet qu'on connaissait au début sur l'amélioration de qualité de vie aussi chez des malades qui étaient en situation soit d'usage de drogue avec des traitements de substitution, de troubles psychologiques, d'alcool ou d'HIV. On voit une amélioration des qualités de vie sur la S36, à la fois pour les composants physiques et psychiques. Donc ça permet d'améliorer la qualité de vie. Et moi, ce que j'ai vu souvent chez les patients, c'est que dès que l'annulation de l'ARN est obtenue, et souvent très vite, on voit la fatigue disparaître. Oui. C'est très symptomatique. Oui, avec l'interféron, on ne pourrait pas le voir. On ne voit pas. Et rapidement. Et on voit se transformer là une qualité de vie qui est intéressante, qui était un peu où j'ai eu notre combat au début pour ne pas traiter que les malades sévères, puisque même le malade non sévère a une qualité de vie altérée, pouvait tirer bénéfice. Et là, c'est vraiment quelque chose qu'on a vécu tous les jours depuis 5 ans. On profite d'une question d'un confrère de votre région méditerranéenne. Fin de traitement, ARN toujours positif, mais SVR12 tout de même obtenu. Alors ça, c'était rapporté par par Christophe Ezold de début d'expérience. Et on a aussi imaginé qu'il y avait peut-être des problèmes de quantification avec peut-être des charges virales, des bips, des charges virales extrêmement faibles qu'on a pu considérer comme... Enfin, ça a été rapporté au tout début de l'expérience. C'est vrai que moi, dans mon expérience, ils annulent pratiquement tous leur charge virale, et très tôt. Je ne fais pas de charge virale le jour de l'arrêt de traitement qui n'a pour moi aucun sens. Je la fais 1 mois ou 3 mois après la fin parce que je veux revoir les patients non pas en fin de traitement parce que j'ai pas d'intérêt à les revoir, mais 1 mois après, 3 mois après pour leur amener l'information précoce. Mais ça a été rapporté. C'est une possibilité, on peut guérir. Donc, on a évoqué le fait que l'immunité se chargeait de terminer le travail. De terminer le travail, il y a beaucoup de... On a mis en cause aussi le type de test fait, la qualité des tests, parce qu'il y a eu des tests plus sensibles que d'autres. Maintenant, je sais que les dosages évoluent. On a des seuils à 10 unités. Le test ARN quantitatif a évolué dans le temps, ça peut jouer, mais ça a été rapporté et ça peut être une guérison. Pour répondre à notre collègue, c'est des patients qui sont la plupart du temps guéris. Tout à fait, mais c'est ce qu'il dit, la SVR12 est obtenue, mais bizarrement, en fin de traitement, alors qu'on arrête le traitement, il y a souvent des charges virales extrêmement faibles, très faibles et discutables finalement, parce qu'on est dans les limites là de la sensibilité, spécificité. Moi j'ai eu des choses au niveau laboratoire, il faut faire attention parce que le titrage de l'ARN, il faut qu'il y ait une chaîne de froid, il faut que ce soit fait dans de bonnes conditions, on peut avoir des fois des résultats discordants quand il y a des charges à respecter. Quand le test n'a pas été fait de façon optimale. Alors effectivement, comme on a des traitements qui sont efficaces rapidement et qui ont très peu d'effets secondaires, donc une équipe australienne sur 380 patients a essayé de faire une prise en charge simplifiée, c'est-à-dire plutôt que de revoir régulièrement les patients au moins de manière mensuelle, leur téléphoner plutôt que le suivi classique. Et vous voyez très bien sur les réponses sont tout à fait équivalentes. Que vous fassiez une prise en charge simplifiée en téléphonant mensuellement aux patients plutôt qu'en le revoyant. Donc ça permet de nous libérer des créneaux de consultation qui sont toujours un petit peu difficiles. Donc ça ne modifie pas l'observance. Voilà, comme je dis, plutôt que l'ETP, ayons des bons traitements. On est bien d'accord. Sofosbuvir, velpatasvir. Alors là, on a l'impression de se répéter, mais en fait, on vit des moments formidables avec des traitements qui ont une très grande efficacité. Donc la 12 cohortes de vraie vie avec plus de 5500 patients. Donc vous voyez une RVS qui est impressionnante, avec en intention de traiter 92%, aussi on exclut les échecs, si on regarde tous les échecs viraux, on est à 98,5%, donc vraiment très impressionnant, même dans la vraie vie, ce qui confirme dans toutes les études et notre expérience quotidienne. Ces 2% d'échecs, Denis on les rattrape, ils sont rattrapés, on les rattrape et on les guérit. Et d'ailleurs, là, c'est la triplette qui est d'indication, sauf Velvox, qui n'a d'indication que chez les malades en situation d'échec aux AD.
Et on voit que dans ces séries, on est en moyenne à 95% de guérison. J'avoue que moi, j'avais eu 12 échecs aux AAD pour certains qui ont eu des échecs successifs à 2 cures d'AAD. Les 12 ont été traités par cette triplette et j'ai eu 11 guérisons, un échec qui a été retraité par une autre association ensuite, puisque l'idée c'est guérir tout le monde. Et je crois qu'à ce jour de mon expérience et sur 4 ans, sur près de 600 malades traités, il n'y a pratiquement qu'un seul échec. Total, continu. J'ai eu des décès, bien sûr, des CHE, mais en termes d'efficacité, je crois que j'ai un seul malade en échec. Et donc, on est vraiment maintenant dans un monde où on peut guérir tout le monde, on doit guérir tout le monde. Il n'y a plus de population particulière, malades d'alcool, usagers de drogue. Et on a en plus des molécules pour les malades qui sont en échec, qui semblent marcher finalement quel que soit l'échec. Donc on est complètement confortable et on peut même dire aux patients qu'on a des solutions si jamais ils sont dans ces 2%. Alors un travail australien, alors très joli travail, je trouvais que si on arrivait à faire ça chez nous, dans le département du 06, on serait très heureux. En fait, ils sont capables déjà de donner 15 centres de l'Australie, avec 1000 malades, avec des antécédents d'injection ou des injections actuelles. Il y avait une grosse partie, 2/3 qui étaient sous TSO. Et on voit d'abord qu'ils sont capables de donner leur casuistique, simplement. Donc ils ont probablement des logiciels qui leur permettent d'avoir pour ces 15 centres, ces 1000 malades, ce qui n'est pas simple, à mon avis, c'est la chose à obtenir. Et on voit qu'il y a un accès aux soins qui est absolument magnifique, puisque sur les malades à VHC chronique, vous voyez sur le diagramme ici, il y avait 600 malades, il y en a 85% qui sont entrés dans le parcours de soins et 59% qui sont en cours de traitement. Ils ont une prise en charge là, un accès aux soins qui est absolument magnifique et surtout ils sont capables de donner les chiffres de ce qu'ils peuvent faire. Là, il y avait une petite étude intéressante qui était une communication plénière en oral d'une petite équipe d'Oslo, qui était un petit centre de Basseuil avec 2 infirmières, un médecin généraliste et un support spécialiste. Ils ont dépisté 2/3 des usagers de drogue, soit 613 patients. Ils ont réalisé un ARN chez 2/3 d'entre eux avec une prévalence... Non, ils ont chez tous les malades avec une prévalence de l'ARN de 65%. Ils ont évalué la fibrose chez la plupart des malades directement dans le centre par les infirmières. Et ils ont initié le traitement chez 2/3 des cas. Et quand ils n'ont pas initié ce traitement, c'est qu'il y a des malades qui étaient retenus dans le parcours, il y a des malades qui ont été perdus de vue et des malades décédés. Donc il y a aussi ici une prise en charge qui est magnifique, avec des résultats en pair protocole qui sont très bons, moins bons en intention traitée parce que dans ces populations, il y a toujours des perdus de vue. Mais ça, c'est important et ça devrait être réalisé dans tous les centres qui s'occupent d'usagers de drogue au début, puisque finalement, il y avait 2 infirmières, un médecin généraliste et un support spécialiste, plus un fibroscan, plus une petite série, plus des tests. Alors ça aussi, c'est une chose qu'on aimerait bien faire dans le département auprès des mineurs non accompagnés, puisqu'on a chez nous une dizaine de centres avec 400 mineurs non accompagnés qui vivent en foyer. On aimerait bien faire ce même travail, parce que c'est un travail en Sicile, de migrants qui arrivaient de l'Afrique subsaharienne, et on voit que, comme attendu, la prévalence du VHB, de l'antigène HBS, c'est 10%. La prévalence de l'ARN du VHC, c'est moins de 1% et du VIH, 2%. Et tous les malades ont été testés, dépistés, probablement par buvard, et tous ceux qui ont été reconnus comme positifs sont pratiquement tous rentrés dans un programme de soins. Pour le VIH infecté, tous ont initié un traitement. Pour le VHC, il y avait 15 malades qui étaient traitement initié, il y avait 18 VHC+, ARN+, et 15 malades avaient été traités. Et pour les malades en hépatite B, il y avait 70 patients en hépatite chronique B, probablement il y avait des reportages inactifs, mais le traitement est institué chez 55 avec une annulation de l'ADN chez 47 d'entre eux. C'est magnifique, hein, c'est une prise en charge qu'on voudrait dans tous les centres de migrants arrivés en Europe. Ça serait intéressant, important. Et dans les Alpes-Maritimes ? Alors dans les Alpes-Maritimes, finalement, on a beaucoup réfléchi que pour arriver à l'éradication, il fallait 3 choses. Il fallait 3 choses. La sensibilisation au dépistage universel des 3 virus, comme l'a dit Patrick, ça c'est important, c'est vraiment 3 virus et on lâche pas. C'est les 3 virus. Et là, actuellement, on est à la 8e phase. On a commencé en novembre 2005, on lâche rien, c'est novembre-mai, là, le 15 mai, et repart notre campagne de sensibilisation et dépistage. Mais à côté de ça c'est la population générale. Il y a la population cible. C'est améliorer le dépistage et la prise en charge dans les cas du XAPA chez les migrants,
dans les prisons, dans les foyers et aussi à notre collaboration avec le Corrévi, avec les HSH. Et le traitement, alors là, frénétique, on en a tous, intéressant de tous, à la fois pour le VIH et pour le VHC. Et l'élimination ne peut partir que si ces 3 phases sont réussies. Pour le moment, on a initié la première, on travaille sur la deuxième et le troisième, mais si les 3 phases sont pas faites, on n'arrivera pas à l'élimination. Et on a vu que finalement, il y a des zones du monde où ils arrivent à... Alors ça, c'est notre campagne qui reprend aujourd'hui, puisque c'est du 15 mai au 30 mai. C'est nos bus, le tramway et les panneaux d'éco de Nice, et là, on lâche rien. Et on remercie aussi nos sponsors que sont les 3 laboratoires qui nous ont aidés initialement depuis le début et qui sont inscrits sur là, et le Conseil Général, et la métropole Nice-Côte d'Azur, et la CPM qui nous a aidés dans ce travail. Et on continue inlassablement pour aboutir chez nous à l'élimination, à l'élimination virale. Et ça, c'est pour nous le but important. On avait dit, on partira à la retraite. À la retraite, ce sera terminé. Guéri. Il me reste qu'à vous remercier, remercier l'équipe d'AEI et surtout remercier notre sponsor, AbbVie, ce soir, en rappelant que toute cette sélection qui a été faite dans une totale indépendance éditoriale. Donc merci à tous les intervenants qui permettent ces résumés de congrès, et on espère que ça va continuer. Prochain rendez-vous, j'espère, au poste ASLD en novembre. Merci Patrick, merci Denis, bonsoir. Au revoir. Au revoir à tous.